pra pa 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 priputepe pa pa priputepe pa pa to pepe paribore pepero poporepe perero para bana bupe brada duba para bada du veira banana duba. Brigitte Alain, bonjour, vous revoilà à nouveau dans les locaux de Canal Pourpre. On a le plaisir de vous recevoir parce qu'on peut vous interroger pour la deuxième fois. Et puis vous avez accepté de venir régulièrement à Canal Pourpre pour qu'on vous titille un peu sur vos projets, vos actions menées au sein de l'Assemblée nationale en tant que député. Je veux commencer par vos communiqués, un des derniers communiqués. Alors, la première question, d'abord, ces communiqués que Kamel Dambry envoie à la presse régulièrement, est-ce que vous avez des retours de ces communiqués? Parce que c'est bien de faire des communiqués, que la presse publie ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont toujours relayés par la presse locale, voire nationale. Est-ce que vous avez déjà eu des retours par rapport à ces communiqués, ou c'est vraiment, on envoie le communiqué et on ne sait pas ce que vous en retenez, quoi, en fait? Alors, tout d'abord, bonjour. Alors, concernant ces communiqués, d'abord, c'est important pour moi de communiquer, et éventuellement par voie de presse, parce que c'est un des outils, bien sûr, pour communiquer, qui est important, de mes actions, de ce que je fais, de ce que j'obtiens, ou pas d'ailleurs. Et donc, vous posez la question sur, par exemple, les derniers communiqués. Le dernier en date, c'est celui d'hier, où, lors de la journée contre le gaspillage, puisque maintenant, vous savez qu'il y a des journées pour tout. Il y a des journées pour tout, et il y en a une contre le gaspillage, donc journée qui permet de communiquer sur un sujet en particulier. J'ai annoncé que je travaillais à une proposition de loi qui sera publiée début 2015, premier semestre 2015. Eh bien, par exemple, je l'ai envoyé à la presse. J'ai eu deux journalistes donc de la presse nationale qui m'ont appelé hier soir. Ça, c'est une chose, mais surtout, je l'ai envoyé aussi sur les listes. Ça a été publié sur mon blog, et puis sur les listes des adhérents, ou enfin voilà, du parti auquel j'appartiens. Et j'ai eu beaucoup, sur ce sujet par exemple, j'ai eu beaucoup de réactions, déjà de propositions, c'est assez extraordinaire, des gens qui disent « Ah mais si tu fais une proposition de loi là-dessus, il ne faut pas oublier de parler de ça, de ça, de ça. » Bon, alors, par exemple, la date limite d'utilisation, enfin la péremption. Chacun y va de la sienne, et c'est extrêmement intéressant parce que effectivement, quand j'ai mis ce communiqué, je disais sur les listes, si vous avez des propositions, voilà, et ça vient, mais alors c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une base de travail. Est-ce que c'est spécifique à ce communiqué-là, ou est-ce que c'est quelque chose de récurrent, puisque je sais que la co-construction, le débat participatif est assez cher au cœur des militants et des adhérents d'Europe Écologie Les Verts. Donc est-ce que c'est récurrent, ou est-ce que c'est vraiment ce communiqué-là qui a provoqué tant de réactions? Pratiquement sur toutes les communications. Par exemple, la semaine dernière, donc dans le cadre de la loi transition énergétique, j'ai proposé un amendement pour interdire l'introduction de plantes, de céréales, voilà, ou enfin de plantes dédiées à la méthanisation, c'est-à-dire clairement l'interdiction qu'on produise des plantes directement pour les mettre dans un méthaniseur. Donc j'ai reçu un avis favorable du gouvernement et un vote de la majorité sur cet amendement. Donc bien évidemment j'ai communiqué sur le sujet parce que c'était quelque chose qui était loin d'être acquis, puisque je l'avais proposé dans le cadre de la loi d'avenir agricole, et ça n'avait pas été voté. Donc ça montre bien que quand on fait du travail, quand on y revient, eh bien on avance à petits pas. Et par exemple, par rapport à ça, j'ai eu des réactions
qui peuvent être un peu à l'inverse, qui posent des questions, qui disent oui, mais est-ce que ça ne va pas favoriser, par exemple, les plus gros méthaniseurs? Attendez, vous pouvez expliquer, parce que moi je... Alors, voilà. Je vais peut-être citer le communiqué, hein, donc c'est en regard de la projet de loi de transition énergétique. Donc vous précisez que vous avez fait adopter l'interdiction d'introduire des cultures comestibles, donc des cultures dédiées dans les méthaniseurs. Et vous précisez donc que ça reconnaît la vocation alimentaire prioritaire des terres agricoles pour éviter, comme ce qui se passe en Allemagne, d'utiliser du maïs ou du colza à très grande échelle et uniquement pour produire de l'énergie. Voilà. Alors, le méthane, c'est un truc intéressant à produire. Ça produit de l'énergie. Le méthane, c'est du gaz. Oui. C'est du gaz. Donc produire notre propre gaz, c'est important. Dans le cadre des énergies renouvelables, on est typiquement sur des énergies renouvelables. Produire du méthane à partir donc de la fermentation, donc dans un méthaniseur, des effluents d'élevage. Okay. Les effluents d'élevage qui sont méthanisés. Pour la méthanisation, il y a besoin d'apporter autre chose. C'est exactement comme notre estomac. Si je mange des tomates tous les jours, très vite, mon estomac va refuser, il ne peut pas digérer. Donc, et le digestat d'un méthaniseur, ça fonctionne pareil. Si on ne lui met qu'un seul élément, il ne fonctionne pas. Il fonctionne exactement comme un estomac. Et donc, il faut diversifier. Donc, évidemment, pour diversifier, si on met un méthaniseur au bout d'une stabulation, d'une ferme, il faut trouver les autres éléments. Donc les autres éléments peuvent être apportés par l'herbe de tonte, par exemple, mais aussi pour éviter l'hiver qu'il y ait du ruissellement, je vais implanter une culture derrière un blé. En attendant que la terre se repose, je vais implanter de l'herbe, par exemple, peu importe. Voilà, et bien celle-ci, je peux la récolter pour la mettre dans le méthaniseur, par exemple. Par contre, consacrer des terres agricoles uniquement pour la méthanisation, évidemment, on se retrouve très vite en concurrence avec la production d'alimentation et on va créer une vraie pression sur les marchés agricoles. Et surtout, il faut se rappeler qu'en 2008, il y a eu, essentiellement d'ailleurs dans les pays du Sud, Amérique latine, mais aussi Afrique du Sud, toute l'Afrique, il y a eu des émeutes de la faim dues au fait que le prix du blé avait tellement augmenté que dans beaucoup de pays en voie de développement, on ne pouvait plus. C'est vrai qu'en Amérique latine, on produit beaucoup de colza et de maïs qui n'ont pas de destination nourricière. Voilà. Mais la question que je voulais repartir de ce communiqué, vous dites que c'est une avancée environnementale et économique, mais aussi une avancée sociale, c'est-à-dire ? Mais l'avancée sociale, je viens d'en parler. C'est-à-dire que si on arrive à une telle pression sur les prix, sur les produits de base alimentaires, eh bien, les premiers qui trinquent en général, quand il y a une crise économique, on le voit bien actuellement, qu'elle soit financière, qu'elle soit économique, les premiers touchés, ce sont forcément les personnes qui ont un revenu modeste. D'accord, vous avez ces craintes-là pour la France alors, puisque c'est une loi qui concerne le marché mondial. Le marché est mondial et donc dès lors qu'on va faire monter, si on fait monter trop le prix des céréales ou si on crée une pression telle qu'à un moment nous n'avons pas assez pour produire pour notre alimentation ou qu'on crée des tensions sur les marchés, eh bien, de toute façon, les conséquences elles seront sociales au niveau mondial, mais bien évidemment dans notre pays. Quel est l'intérêt du méthane ? Pourquoi est-ce qu'on tient tant à le produire ? Alors, qu'on soit clair, dans le cadre de la loi de transition énergétique, nous avons voté un changement, je dirais, assez important pour la France, puisque nous avons voté une autre orientation de l'origine de notre énergie. Aujourd'hui, nous vivons essentiellement d'énergie fossile ou nucléaire. Donc nous sommes dépendants, quelle que soit d'ailleurs l'énergie que nous utilisons, qu'elle soit fossile ou nucléaire, ou d'ailleurs le gaz que nous importons, nous sommes totalement dépendants, parce que même avec le nucléaire, il faut rappeler que l'uranium, il n'est pas extrait en France. Donc le virage est important, c'est-à-dire qu'on décide par la loi
d'une autre orientation pour réduire notre dépendance énergétique et produire donc notre propre énergie à partir d'énergies renouvelables. C'est un choix important parce qu'on aurait pu dire on décide de devenir autonome pour notre énergie sans préciser quel type d'énergie. Et là, on précise le fait qu'on veut être moins dépendant des énergies fossiles et du nucléaire. Donc, il faut développer les énergies renouvelables. Dans les énergies renouvelables, entre autres, il y a la méthanisation. Je croyais que le méthane était dangereux à la couche d'ozone. Enfin, c'était une des causes du trou dans la couche d'ozone. Je me trompe? Alors, là, il s'agit de produire du méthane qui, lui, est injecté dans des tuyaux comme tous les gaz. Le gaz qu'on utilise aujourd'hui, le gaz de ville. Il n'est pas envoyé dans l'atmosphère. Il n'est pas envoyé dans l'atmosphère. Le gaz de ville que nous utilisons, il vient de Russie. Donc là, le projet, c'est de faire en sorte qu'au lieu de dépendre de la Russie, et on voit en ce moment ce que ça peut générer, de dépendre d'un pays aussi loin que la Russie, aussi loin et aussi proche d'ailleurs. Ayons notre capacité à produire une part de notre énergie. On n'a pas la prétention de produire tout, mais d'en produire une grande part à partir d'énergies renouvelables. Alors donc on est bien d'accord, c'est pas le méthane comme on a accusé l'élevage de masse des vaches notamment, les flatulences des vaches, c'est du méthane qui est renvoyé dans l'air et qui était accusé de provoquer un trou dans la couche d'ozone. Mais quand même, pour terminer sur ce communiqué, le méthaniseur, on entend que vous voulez réduire la dépendance énergétique de la France et privilégier ces énergies renouvelables. Donc on n'est pas dans le gaz de schiste. Vous dites que vous voulez éviter les dérives du modèle allemand. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'on va produire suffisamment de méthane si on n'introduit pas du maïs et du colza? Est-ce qu'il y aura suffisamment de matière à introduire dans ces méthaniseurs non alimentaires pour produire suffisamment être moins dépendant énergétiquement? Alors le projet annoncé par le ministère de l'Agriculture d'ailleurs, donc la loi précédente, c'est 1000 méthaniseurs en France dans les 5 ans à venir. Donc c'est tout à fait jouable avec effectivement traiter les effluents d'élevage, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont aussi, rentre dans un méthaniseur l'herbe de fauche, donc que ce soit de l'urbain aussi. Les déchetteries peuvent participer à ça. Alors, il faut faire très attention parce qu'il faut effectivement que ce ne soit que des déchetteries organiques, absolument. Donc, il y a ça, mais par exemple, on a des fromageries, il y a toujours des déchets. Les fromageries, les déchets de l'agro-industrie en général. Quand on mange des petits pois, il ne faut pas oublier qu'il y a les petits pois, mais il y a tout le reste. Tout le reste, c'est ce qu'on laisse dans le champ actuellement, donc tout le feuillage. Mais c'est aussi la cosse, quoi. Donc tout ça peut être récupéré pour être méthanisé. Alors double avantage, c'est que on va récupérer du gaz, de la chaleur, de l'engrais organique et de l'azote. Donc, finalement... Ça paraît plutôt sage. Voilà. Mais est-ce qu'on a un chiffre, un pourcentage? 1000 méthaniseurs, ça peut représenter quoi en termes de production d'énergie? Alors, je n'ai pas calculé ce que ça va représenter 1000 méthaniseurs, mais au-delà de la méthanisation, il y a quand même l'énergie solaire, il y a l'énergie éolienne, il y a l'énergie hydrolienne à partir de l'eau. Nous avons des océans, notre pays est quand même plutôt gâté par rapport à d'autres pays européens. Nous avons beaucoup de richesses naturelles quand même à exploiter et à exploiter sans les détruire. Donc c'est quand même intéressant. Alors pour répondre à votre question sur la méthanisation, il y a un méthaniseur que je vous conseille d'aller visiter tout près d'ici, sur le canton de Sainte-Sabine, Nogent-les-Clotes. Donc c'est un GAEC qui a installé ce méthaniseur. Et donc Monsieur Guérin, qui est agriculteur sur cette exploitation, et qui est aussi d'ailleurs directeur de la Fédération des Cumans, expliquait quand nous sommes allés le visiter que si nous en avions en Dordogne un par canton, ce qui est tout à fait possible, parce qu'un par canton, on a quand même un canton où il y a de l'élevage un petit peu partout, et un par canton, trouver l'herbe de tonte par exemple pour rajouter, ou trouver des déchets agroalimentaires,
on va le trouver. Donc c'est pas abusé, un parc à ponton, c'est plutôt bien. Eh bien, on produirait la même énergie que la centrale nucléaire du Blayais. Alors, vous voyez, moi, dans les chiffres, je n'ai pas retenu combien la capacité, oui, etc. D'accord. Mais j'ai un élément de comparaison. Un élément de comparaison. Donc, notre département, rien qu'avec des méthaniseurs, pourrait produire l'énergie que produit aujourd'hui la centrale nucléaire du Blayais. Ça, c'est intéressant. D'accord. Parce qu'un jour, cette centrale nucléaire, on sera amené à la fermer parce qu'elle sera trop vieille. Comme toute installation de type industriel, à un moment, il devient désuet, trop fragile, trop dangereux, on sera obligé de la fermer. Eh bien, si d'ici là, nous avons été capables de produire la capacité d'énergie de cette centrale nucléaire, alors on va la fermer sans que ça pose de problème énergétique pour notre pays. Et pour terminer là-dessus, définitivement, vous n'êtes pas défavorable à l'importation d'énergie propre. Quand vous dites que vous voulez réduire la dépendance énergétique, si c'est de l'énergie propre venant d'autres pays d'Europe, qui alourdirait la facture énergétique de la France, à partir du moment où c'est de l'énergie propre, vous n'y êtes pas défavorable. Ou alors vous êtes plutôt protectionniste dans le sens où il faudrait que la France soit autodépendante. Non, je crois que ce soit comme pour l'énergie, comme pour l'alimentation, il est important d'assurer une partie d'autosuffisance. Et je crois que ça, c'est quelque chose que nous avons oublié parce que, heureusement pour nous, en ce qui concerne notre pays et sur notre sol, nous sommes en paix. Mais la politique, c'est aussi ça, c'est assurer la sécurité. La sécurité, c'est évidemment... Au sens large. Mais au sens large, c'est pouvoir manger, avoir de l'énergie, quoi qu'il arrive. Et donc avoir un certain niveau d'autonomie, que ce soit alimentaire ou énergétique, ça c'est le rôle régalien de l'État, c'est important. Ça ne veut pas dire je veux absolument fermer toutes mes frontières pour mon alimentation ou pour mon énergie, mais c'est être capable d'assurer une partie de son autonomie, parce que c'est une façon d'assurer la sécurité. Très bien. Bon, on y reviendra peut-être quand même à la question de la transition, qui est quand même une très vaste affaire, mais je vous avais prévenu que normalement aujourd'hui devait se trouver ici un de nos amis bénévoles à Canal Pourpre comme nous, qui est élu local et qui disait « Ah, j'aimerais bien rencontrer la députée parce que je suis un peu inquiet ». Alors, son mot, c'est celui de proximité. Et il craignait qu'en tant que toute petite commune, il est à Saint-Jean-d'Hérault, eh bien, ma foi, les quelques pouvoirs, entre guillemets, qui sont laissés aux petites communes comme ça, disparaissent définitivement. Et il donnait un exemple. Alors, vous me dites que, bon, vous savez pas trop là-dessus, mais je donne quand même cet exemple qui peut intéresser tout le monde. L'intercommunalité demande aux petites communes de se dessaisir de leur autorité de police ou de leur pouvoir de police, tout en laissant aux maires de ces mêmes petites communes la responsabilité de ce qui arrive sur leur territoire, la responsabilité civile ou pénale, je ne sais plus exactement, mais des choses qui peuvent, des accidents, des drames, ou je ne sais pas quoi, qui peuvent arriver sur leur territoire. Et voilà, ça c'était l'exemple qu'il donnait pour dire, là, il me semble qu'il y a une contradiction entre, d'une part, un dessaisissement, et d'autre part, tout de même, on vous laisse la responsabilité, débrouillez-vous, bien que vous n'ayez plus le pouvoir de police. Alors, c'est peut-être un exemple tout à fait mineur, mais c'est vrai qu'il n'est sûrement pas le seul à être un peu inquiet de cette affaire, c'est-à-dire que vont devenir les petites communes dans la réforme territoriale qui, vous m'avez dit aussi, n'est pas encore arrêtée là-dessus, loin de là, mais enfin, est-ce que vous avez votre point de vue là-dessus ? Concernant cette réforme territoriale, d'abord, ce que je veux dire, c'est que telle qu'elle a été engagée, c'est vraiment... ça a été fait à la va-vite. Oui. On l'avait dit la dernière fois quand vous êtes venu le 27 juin. Et c'est quand même très peu concerté. Il y a très peu de concertation. Et ce deuxième volet de la réforme territoriale est pour l'instant effectivement une certaine inconnue, parce que pour l'instant je ne sais pas ce que va proposer le gouvernement dans son texte de loi. Alors effectivement il se dit beaucoup de choses pour l'instant, beaucoup d'inquiétudes. Que vont devenir les départements, quels sont les liens qui vont être gardés au territoire, et ça c'est l'interrogation de monsieur le maire c'est Saint-Pierre-d'Hérault, vous m'avez dit, Saint-Jean-d'Hérault. C'est pas le maire, mais bon. Ou le conseiller municipal. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les questions sont vraiment qui va garder, quelles compétences
et à quel niveau. C'est ça. Au niveau, l'idée est quand même, et ça a été l'idée des intercommunalités, c'est de mutualiser des moyens pour faire ensemble. Et sans perdre ce filet de protection, sans perdre ce lien de proximité. Voilà. Sera prévu apparemment dans la loi la possibilité de fusionner des communes. Ce n'est qu'une possibilité, une ouverture qui est proposée. Au-delà des moyens, enfin moi je rappelle qu'effectivement nous allons être amenés à revoir un petit peu la façon dont nous utilisons l'argent public. On peut se poser des questions effectivement sur est-ce qu'on a besoin d'une mairie pour 200 habitants comme on en a aujourd'hui, où souvent le service est très minime parce qu'elle est ouverte une demi-journée par semaine, et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que des communes se posent la question, faisons une mairie ensemble qui peut être aussi un lieu de services publics, lié avec des services publics. On ne fait pas seulement des photocopies. Qui serait un lieu qui serait ouvert plus longtemps dans la semaine et qui permettrait un vrai lien aussi, un vrai lien de territoire, parce que effectivement, c'est quand même comme ça aussi qu'il faut poser les questions. Mais excusez-moi, par rapport à ce lien de territoire, ça pose aussi des problèmes de mobilité. Absolument. Pour ces habitants et la population, notamment vieillissante, pour revenir à la Dordogne. Alors, cette question de mobilité doit faire partie des questions qu'on doit se poser sur quels sont les services aujourd'hui que nous devons apporter sur un territoire donné. Et c'est bien ça qu'il faut, c'est les questions qu'on doit se poser. Quel territoire d'abord? Quelle est la bonne échelle pour faire des choses ensemble? Qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble et quels sont les besoins auxquels nous devons répondre sur un territoire donné? Et donc, quelle dynamique de territoire on peut porter? Il ne peut pas y avoir de réponse nationale, pour le coup. Ben non, pour définir un territoire. Voilà. Ce qui est important, c'est de trouver la bonne réponse à ces questions-là, de façon à définir un petit peu, un projet de territoire. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui d'ailleurs avec le pays, puisque nous avons encore le pays Grand Bergeracois qui sera remplacé par une autre formule, mais de fait qui va encourager quand même ce lien territorial. La question qui se pose, c'est ces communautés de communes aujourd'hui qui sont quand même dirigées par des élus qui ne sont pas élus directement par la population. C'est ça. Et de fait, la population ne choisit pas vraiment le projet de territoire de la communauté de communes. Il y a eu un fléchage pour les communautés d'agglomération. Les dernières élections municipales ont quand même fléché. Bon, c'est vrai que c'est pas satisfaisant, mais il y a une avancée vers une élection directe. Il y avait, c'était pas franchement une élection directe. Une avancée. C'était une fléchage, avancée, voilà. Mais surtout, dans les projets, nous n'avions que des projets de communes. De communes, on est d'accord. Nous n'avions pas un projet de territoire porté par une communauté de communes. Et c'est bien ça le problème. On vous annonce dans une élection communale des projets pour la commune dont on sait très bien que cette commune va finalement rentrer dans un projet de territoire. Comment fait-on pour bâtir un projet de territoire? Et lors des élections, il y a des réunions, des débats préélectoraux où, quand on a un projet, une communauté de communes qui irait chercher, qui se ferait élire en direct, ces candidats pourraient dire voilà le projet que nous portons, et on en parle ensemble et on pourrait débattre de ce projet de territoire ensemble. Est-ce que, de votre point de vue, la métropolisation, enfin, en gros, l'esprit de la réforme régionale pour l'instant, c'est la métropolisation, c'est-à-dire ce qu'on appelait les régions jadis, les métropoles peut-être aujourd'hui. Est-ce que cette échelle-là, en tout cas, vous paraît judicieuse, même s'il faut ajouter effectivement tout un tas de trucs sur le plan local, mais est-ce que, en gros, ce pôle qu'on appelle métropole vous paraît correct, quoi? La métropolisation n'exclut pas le rôle des régions, qu'on soit très clair. Ce sont les régions qui seront porteuses aussi
d'un projet régional de développement. Donc, il y a le rôle de la métropole et effectivement, alors il y a effectivement les grandes métropoles, mais après, effectivement, la région est censée quand même porter un projet d'orientation, un projet régional d'orientation pour toute la région. Donc il ne s'agit pas d'avoir une métropole qui tire une région. Et je rappelle que effectivement, jusqu'à présent, toutes les lois de décentralisation ont de fait amené à cette forme de métropolisation. C'est-à-dire qu'on a décentralisé par rapport à l'État, mais finalement on a recréé une forme de centralisation. Ça s'est quand même accompagné de déconcentration. Il n'y a pas eu qu'une décentralisation, il y a aussi une déconcentration qui s'est effectuée. Et je voulais préciser ma question, c'est métropole, effectivement, vous dites c'est pas la région, ok, mais je veux dire l'esprit de cette affaire, c'est tout de même que on commence à reconnaître que 80% des habitants de la France habitent la ville, quoi. C'est l'urbanisation que je veux dire par là. Est-ce que ce pôle d'urbanisation, l'axe d'urbanisation, la dynamique d'urbanisation, qui est quand même un fait, enfin, qui est difficile de nier, même si on parle de ruralité, est-ce que ce pôle d'urbanisation est un bon pôle? Enfin, je veux dire, est-ce que cet axe est raisonnable, quoi? Ce pôle d'urbanisation est un bon pôle, à condition justement de ne pas accentuer cette rupture, parce qu'on peut le dire, il y a une forme de rupture aujourd'hui entre le monde rural, dont je rappelle qu'il est 80% du territoire. Qu'est-ce que vous appelez rural? Je dirais que la terre, ce sont tous les villages dont on parlait tout à l'heure. Si la seule réponse qui est apportée à des villages comme Saint-Jean-d'Hérault, Bougnac, Béléima, etc., Saint-Jean-d'Hérault est dans une zone blanche. C'est la métropolisation. Si vous leur dites que tout va se passer, je ne sais pas, est-ce que tout va se passer à Bordeaux ou à Bergerac? Je pense que, en quelque part, quand on parlait tout à l'heure de problèmes de déplacement, par exemple, de mobilité, d'accès aux services, je ne crois pas que ça soit la solution. Donc, effectivement, la solution, le fait qu'il y ait la reconnaissance de métropole est une chose, c'est un fait, donc on ne va pas le nier. Mais il n'empêche que tout ne doit pas tourner autour de la métropole. Cette opposition métropole-monde rural est, à mon avis, elle est un peu dépassée. Quand vous questionniez cette question de territoire tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'un territoire, on pourrait s'interroger effectivement, parce que quand vous semblez opposer le rural et l'urbain, aujourd'hui on peut dépasser ça. On sait très bien qu'au niveau des activités, avec les flux, la fibre optique qui va arriver en Dordogne, on aura des activités dites urbaines qui seront en territoire dit rural. Et le problème, ce serait plutôt que la métropole aspire toutes les dynamiques et les activités, mais ça ne veut pas dire, je crois qu'opposer l'urbain et le rural, ça pouvait avoir un sens en 1950, 60. La preuve, c'est que nous avons une viticultrice qui est à Paris tous les jours. Il ne s'agit pas d'opposer, justement, c'est faire en sorte que non seulement ça ne soit pas opposé, mais que ce soit fortement lié et que les uns et les autres évoluent ensemble. Et vous avez pris un très bon exemple. Vous avez pris l'exemple du numérique. J'ai eu une de mes réunions publiques en début d'année à Montpazier. Eh bien, Montpazier, qui est une toute petite ville, on va dire, donc très rurale, dont la population est multipliée quasiment par 10 l'été, donc qui vit sur le tourisme. Eh bien, l'accès au numérique, mais pas seulement, c'est le numérique, il y a Internet, il y a la téléphonie, eh bien, il y a des zones autour de Montpazier où ils n'ont pas accès. Il y a un camping qui depuis 2 ans voit réellement son impact diminuer, tout simplement parce qu'aujourd'hui les gens réservent par internet ou téléphonie mobile. Si on ne peut pas avoir le téléphone, les gens ne viennent plus. Non mais d'accord, ça c'est un bon argument pour dire mais il faut urbaniser au sens large davantage, c'est-à-dire en effet en finir avec ces zones blanches que vous décrivez là. Saint-Jean-d'Hérault est justement dans ce cas-là. Et bon, je disais à Marc, là, le copain qui devait venir, il disait la solution, la proximité me paraît plutôt dans la connexion. Pas tellement dans
espèce de respect symbolique comme ça d'une ruralité fantasmée, mais plutôt dans l'hyperconnexion. Enfin, voilà. L'hyperconnexion, elle suppose que donc cette hyperconnexion, on prend en compte l'ensemble du territoire. Ah, d'accord. Mais je crois que c'est le cas, non? Eh bien, moi, le développement de la fibre optique est prévu par le Conseil général, même si ça va effectivement concerner les zones les plus habitées, donc les zones dites urbaines. Oui. Mais elle prévoit cette interconnexion sur l'ensemble du département. Sur ce sujet-là, oui. Mais qu'on soit très clair, il va falloir effectivement cette interaction. Je pense qu'on a beaucoup intérêt à la développer, mais à tous les niveaux. Tout à l'heure, je parlais de projets de territoire. Quand je parlais de projet de développement de territoire, un projet alimentaire territorial, donc, que j'ai introduit dans la loi agricole. Un projet alimentaire territorial, on est vraiment tout à fait sur quelque chose qui va faire vraiment du lien entre l'urbain, le rural, l'agriculteur, le non-agriculteur, les restaurateurs, enfin bon, voilà. On se dit, sur ce territoire, qu'est-ce qu'on veut produire pour notre propre alimentation. Ça, c'est la base. Bon, qu'est-ce qu'on veut produire pour notre alimentation? C'est une question qui concerne tout le monde, l'urbain comme le rural. Absolument. Hein. Donc cette division me paraît... Si vous voulez, oui, mais sauf que ça suppose justement d'intégrer dans des projets de territoire l'ensemble du territoire. Bien sûr, et quand on parle de l'énergie, on est dans le même ordre d'idée. Ouais. Mais quand on parle, vous parliez tout à l'heure de mobilité, comment assure-t-on une mobilité sur le territoire pour faire en sorte que de Bergerac, on va facilement à Monpazier, parce que il se trouve qu'à Monpazier, il y a une maison de santé, il y a une maison de rééducation d'ailleurs, donc où un grand nombre de personnes âgées sont amenées à aller faire des plus ou moins longs séjours ou courts. Eh bien, comment font les familles pour aller les rencontrer, ces personnes? C'est quoi les outils qu'on doit mettre en place? C'est une affaire de maillage, de connexion. C'est une affaire de maillage de territoire. Et donc, c'est que dans la construction de la politique territoriale, on soit capable de prendre en compte cet ensemble du territoire, parce qu'on ne va pas dire tout le monde va venir vivre en ville et on oublie et le reste on va vider les villages. Non, je crois que c'est pourquoi on a des touristes qui viennent à Monpazier justement, qui préfèrent aller à Monpazier que venir à Bergerac. Il y en a qui préfèrent venir à Bergerac, mais il y en a qui préfèrent aller à Monpazier. Même si la population est multipliée par 10 à Monpazier, c'est pas tout à fait rien. Peut-être qu'il faudrait déconnecter cette notion de territoire et de lieu. Les territoires, c'est aussi des dynamiques qui n'ont rien à voir avec des lieux. On connecte souvent le territoire au lieu, d'où l'opposition rurale et urbain. Pour les mobilités, le lieu est important, effectivement, parce que les voies ferrées ou les routes... Les voies ferrées. Les voies ferrées. Mais il y a quand même peut-être 70% de la notion de territoire, c'est lié à des activités qui peuvent être totalement déconnectées des lieux. Donc voilà, pour revenir sur la question rurale. Le fond de ma pensée, c'est que c'est pas votre cas, mais il y a un certain discours politicien qui manifestement s'appuie sur la ruralité, purement démagogiquement, en disant surtout ne bougez pas, surtout restez chez vous, je m'occupe de tout, vous êtes bien à la campagne et surtout ne faites pas de politique parce que moi je suis là pour vous sauver. Vous voyez, le clientélisme de la ruralité me fait peur un peu. Oui, alors ça, j'ai envie de dire que ce dont vous parlez là, je pense que les mêmes utilisent les mêmes mots pour les urbains. On s'occupe de vous. Le clientélisme existe partout. C'est peut-être raison de plus pour. Mais c'est peut-être encore plus facile dans ces territoires ou ces lieux ruraux. Je suis pas sûr. Bon. Je suis pas sûr. Non, parce qu'on insiste sur un pseudo-privilège là, en disant qu'est-ce qu'on est bien à la campagne, etc. Mais bon, peut-être que l'essentiel est ailleurs, justement dans ce maillage dont on parlait, quoi. Je suppose que vous devez voir. Quand vous allez dans réunion publique, des maires des petites communes vous dire je ne veux pas que ma commune disparaisse. Vous avez eu des réactions comme ça par rapport à ce projet dont on ne connaît rien encore. Mais en fait, des réactions, finalement j'en ai peu. Et surtout, ce qui me surprend, c'est que sur cette question de réforme territoriale, à ma connaissance, ceux qui sont, voilà, si les maires, les conseillers municipaux,
tous les élus locaux, les conseillers généraux, s'inquiètent du sujet, ils devraient normalement se réunir pour en parler. Et à ma connaissance, je n'ai pas entendu parler de réunion sur le sujet. Moi, j'aurais bien aimé que des élus, s'ils sont inquiets, par exemple, me proposent qu'on ait une réunion ensemble pour en parler, de façon à ce que je puisse être leur écho lorsque le sujet, et puis parce que le sujet est à l'Assemblée nationale, parce qu'on ne va pas attendre d'avoir le texte, effectivement. Donc, voilà, je ne sais pas. D'autant que vous êtes aussi concerné, parce que si on modifie les territoires, les circonscriptions, les cantons, les députés ils vont s'asseoir sur quel type de territoire. Si on développe, en gros, si on supprime les départements et les communes et qu'on s'appuie sur les communautés d'agglomération, le député il sera représentant de quoi finalement? De quelle partie du territoire? Voilà. Donc non, mais aujourd'hui sont déjà des territoires différents, des intercommunalités. Oui, non, mais en termes il y a quand même l'assise, commune, canton, etc., qui correspond à peu près à quelque chose. Peut-être que ça va faire bouger aussi les lignes pour les circonscriptions législatives. On entend parler de réduction du nombre des députés, etc. Bon, voilà, pour l'instant, on entend parler. Je ne crois pas que ça fasse partie de la prochaine réforme. Mais c'est pas mon sujet, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelles compétences, de quoi, qu'est-ce qu'on attend finalement de nos élus, qu'est-ce qui est important à garder au niveau de l'État, parce que c'est quand même ça. Qu'est-ce qui serait important de garder au niveau de la proximité et comment on organise cette proximité pour que ce ne soit pas des bulles fermées. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir des communautés de communes qui avancent toutes seules. Et donc, comment on fait après pour les relier entre elles? Est-ce que c'est au niveau départemental? Est-ce que c'est au niveau régional? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on souhaite que ça soit gardé au niveau de l'État? Pour moi, il paraît évident que la sécurité, la sécurité, la santé, l'éducation me paraissent être des sujets régaliens de l'État. À partir du moment où on donne compétence aux régions, par exemple, d'orientation économique, on peut se poser la question, comment on organise les régions, finalement, pour qu'elles aient réellement cette compétence et qu'elles ne soient pas toujours sous l'égide de l'État. On peut se poser... je veux dire, c'est un vaste sujet, et puis ça serait intéressant de débattre complètement à bâton rompu. D'où l'importance de ce que disait Gilles tout à l'heure, de l'interconnexion et de ces liens fondamentaux. Je peux poser juste on va peut-être pas trop deux questions. Ah, t'as deux questions, mais non, mais vas-y. Non, mais c'était pour revenir à la question de la transition. Donc c'est. Alors on va peut-être terminer sur ça et puis on reviendra sur la transition. Je suis allé sur un site que vous connaissez peut-être, mondéputé.com, et j'ai regardé donc les votes que vous avez fait à l'Assemblée en 2013, en avril 2013. Vous vous êtes abstenu systématiquement concernant le projet de loi relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes abstenu sur ces projets de loi d'avril 2013 ? Qu'on soit clair, à partir du moment où je considère qu'une loi est parachutée, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps du débat, et qu'on nous demande de nous exprimer rapidement sur un texte qui n'a pas laissé le temps du débat. Donc vous appuyez sur par défaut et donc ça donne... Exactement. Le CICE, par exemple, je ne l'ai pas voté. Pourquoi je n'ai pas voté le CICE? Parce qu'on n'a eu aucune étude d'impact. On nous a dit, ça va créer de l'emploi. Et puis là, on commence à voir, ce qui n'est pas tout à fait surprenant d'ailleurs, non, il n'y a pas eu d'emploi créé. Ça, alors là, les chiffres sont clairs. Donc, à un moment donné, quand on a un doute, eh bien, il faut l'exprimer. Parce que, je suis désolée, mais quand on parachute une idée comme ça, sans qu'il y ait une étude d'impact, quoi que ce soit, et qu'on nous demande de voter, je trouve que c'est malhonnête. D'accord. Est-ce que c'est la raison qui explique que vous avez voté contre en mai 2013 sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche? Ça correspondait à quelle proposition qui vous paraissait... Concernant l'enseignement supérieur et la recherche, là c'était clairement un projet sur lequel les moyens
conduisent à la privatisation de la recherche, tout D'accord. simplement, et de l'enseignement supérieur. Donc, à partir du moment où on a de la privatisation, ben, vous savez l'effet produit, une fois de plus, ce sont toujours les franges de la population qui ont le plus de moyens qui y ont accès, parce que, bon, ben, qui dit privatisation, ben, ça a un coût... en l'occurrence, vous avez raison, parce que ça a surtout servi à la défiscalisation des entreprises. Voilà, donc... D'accord. Transition. Oui, non, c'est juste une question, c'est un peu général, mais c'est pour terminer. Il se trouve qu'on a assisté tous les trois, il n'y a pas longtemps, à Toulouse, à un grand festival qui s'appelle la Novella, où on parle beaucoup de sciences et de sciences de la nature et de sciences humaines. Et on a en particulier assisté à un petit colloque, on va dire, avec beaucoup de choses, des expositions d'art aussi, autour de l'Anthropocène. L'Anthropocène, il s'agit d'une décision que peut-être les géologues vont prendre en 2016, qui consisterait à dire que pour la première fois dans l'histoire de notre planète, l'homme est devenu la première puissance géologique sur la planète, la première force géologique qui dépasse les océans, qui dépasse les fleuves, qui dépasse toutes les autres forces géologiques de la planète. Ce serait l'anthropos, d'où le mot de anthropocène, qui serait le premier opérateur, si je peux dire, planétaire. Or, comme vous savez sûrement, cette opération planétaire, pour l'instant, ça s'annonce assez mal. C'est-à-dire qu'on parlait d'énergie fossile, bon ben voilà, il n'y en a plus, il faut s'occuper du renouvelable, mais le pli est pris, c'est-à-dire que, évidemment, le temps planétaire est pas mon temps à moi ou à vous, il va un peu plus lentement, et il semble que ce que nous avons fait soit à peu près irréversible, c'est-à-dire que voilà, on a foutu en l'air toute cette énergie et l'atmosphère le sait. Enfin, est-ce que cette question, sans dramatisation, mais au fond, c'est la question de la fin du monde, quoi, de la fin de la planète, l'épuisement de la planète. Est-ce que ça existe quelque part dans votre action politique, surtout au Vert, bien entendu, quand même vous êtes les premiers concernés là-dessus? Alors autant que ce soit au Vert ou en tous les cas en ce qui me concerne, l'écologie, quoi. Je m'inscris toujours, effectivement, je considère que le rôle du politique est d'aller un peu plus loin que la durée de son mandat. Voilà, c'est ça, donc effectivement, sur le long terme, sur la, autant la question de la fin du monde, telle que vous la posez... Épuisement de la planète, tout de même. En tous les cas, l'épuisement de la planète, en tous les cas, voilà, je dirais qu'à partir du moment où aujourd'hui, on prend en compte le fait que, effectivement, le dernier siècle a été un siècle dévoreur à tous les niveaux par rapport à la planète, et effectivement aura des conséquences sur tout ce qui va se passer, ce qui se passe d'ailleurs déjà, la fonte des glaciers, c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Bien sûr. Quand l'océan a avancé un petit peu trop en Vendée il y a quelques années de ça, c'est pas demain, c'était d'ailleurs hier. Donc on le vit aujourd'hui. Donc effectivement, on sait qu'il y a des phénomènes irréversibles que cette industrialisation, avec à outrance, je dirais, parce que l'industrialisation en soi n'est pas négative, c'est on ne s'est pas trop soucié du résultat que ça aurait sur la planète. À partir du moment où on le prend en compte aujourd'hui, et que, alors certes, certains vont trouver peut-être pas assez vite, en tous les cas, on prend en compte ça et qu'on met des dispositifs pour changer notre façon de faire. Eh bien, moi, je suis plutôt optimiste, et pour dire que ça va dans le bon sens, et que, donc, a priori, on doit être capable d'éviter la fin du monde. Après, la fin du monde, est-ce que, je ne sais pas, on est tous mortels, donc on a tous... je pense qu'on est construit comme ça, on croit que tout naît et tout meurt parce que nous sommes comme ça. L'univers a l'air de fonctionner peut-être un petit peu différemment, je ne sais pas. Donc voilà, je crois que la préservation de notre planète, on s'en soucie surtout pour soi-même et pour ses proches, les générations. On n'a pas envie, les enfants, nos petits-enfants qu'on voit, on a envie qu'ils vivent heureux et longtemps. Et
effectivement, et que ça dure le plus longtemps possible. Mais je trouve que c'est très orgueilleux de penser que c'est l'homme aujourd'hui qui serait la plus grande force de la planète, y compris de manière destructrice. Ah non, c'est pas de l'orgueil, c'est un fait. Hein. Je ne sais pas. Une puissance géologique, c'est pas une passion, c'est pas une vertu ni un vice, c'est un fait. Quoi. Je ne sais pas si. Alors moi, j'ai un peu de mal à. Je pense que que les phénomènes naturels ont sûrement beaucoup plus. Ont sûrement beaucoup plus d'impact. Ah non, je vous assure que... Les phénomènes naturels sont quand même liés à l'anthropisation et les activités humaines sont très prédatrices. On sait que le noyau de la Terre continue à travailler, qu'il y a des volcans, qu'il y a... Bon, on a connu des serres glaciaires, on a connu... Donc tout ça je vais vous passer les chiffres. Pendant des millénaires bien avant nous, existera pendant des millénaires bien après nous, parce qu'il se peut qu'effectivement, comme l'homme est apparu sur la Terre, l'homme disparaîtra un jour sur Donc de la finalement, Terre. on n'a pas à se soucier des activités humaines prédatrices puisque la nature reprend ses droits. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Nous devons effectivement prendre soin de notre planète, mais il n'empêche qu'il y a d'autres forces au-delà de ce que nous faisons on peut absolument pas savoir. Ah si, vous vous trompez là-dessus, excusez-moi, mais vous vous trompez. Donc je vais dire des bêtises, mais en gros, on sait très bien ce que font les volcans, les fleuves, vous additionnez tout ça, et vous tombez sur quelques tétrawatts, d'énergie. Nous faisons ça, la Terre met 400 ans, nous, il nous faut 1 an pour faire la même chose, pour... dépenser la même énergie, disons. Non, ça je vous assure, je vous donne les chiffres quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Non, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. C'est pas une affaire d'orgueil du tout, c'est pas de dire on est les champions du monde, c'est c'est un fait. Quoi. Donc vous en parlez par rapport à notre capacité d'agir sur le climat, d'agir sur... bien sûr, c'est pour ça que les géologues... Par rapport à ça, certainement, dans l'immédiat, moi je parle... Quand on parle au niveau de l'ère planétaire ou des aires planétaires... C'est exactement ce qu'ils vont décider en 2016. On peut aussi considérer que, je pense qu'il y a beaucoup de notre avenir qu'on ne connaît pas et au-delà de la capacité de ce que peut faire l'homme. Juste... Excuse-moi, 2 dernières petites questions du local au global. Je sais que ça vous tient à cœur. Justement, on parlait des activités, du principe de précaution. Les modifications du PLU par rapport à ce principe de précaution qui fait qu'un camping va se retrouver en zone PLU inondable et que les activités de cette entreprise sont obligées de fermer, ça vous paraît mettre en avant systématiquement le principe de précaution ? Est-ce que ça vous paraît... À la fois, ça me paraît d'être de bonne gestion, d'être bonne gestion surtout pour la sécurité. C'est-à-dire que quand même, quand on sait effectivement les effets que vont avoir justement toutes les erreurs qu'on a pu faire dans un proche futur, il me paraît être oui, effectivement, de bonne gestion. Parce que parfois, rendre des lieux ou des terrains en zone inondable, c'est pas toujours très pertinent par rapport aux risques éventuels. Mais vous pensez que ce principe de précaution, il doit être systématiquement mis en avant, mis en œuvre C'est le rôle des élus. D'accord. Et non seulement dans les PLU, j'ai rien contre le principe de précaution, mais on peut assister à des dérives clientélistes par rapport à ça. Voilà, c'est sa faute. Les dérives clientélistes, elles sont justement lorsque, malgré le fait de savoir qu'on a un risque dans une zone, on va quand même la construire, ce qu'on a fait depuis 50 ans. Oui, la faute sur mer en Vendée. Nous devons arrêter. Okay, ça me paraît être du rôle des élus et une responsabilité importante. Oui. Mais est-ce qu'on ne pousse pas le curseur parfois trop loin par rapport à ce principe de précaution ? Moi je ne crois pas. À partir du moment où on a un risque avéré et certain, c'est protéger les populations que d'éviter ces risques-là. Et quand je dis c'est de bonne gestion, c'est les protéger, donc c'est par rapport à leur protection de leur santé, de leur vie vitale. Et économiquement, on sait, le coût de la faute sur mer, c'est quand même énorme. C'est énorme. Alors qu'on n'aurait pas construit sur ces zones-là,
on aurait évité cette catastrophe humaine, parce que c'est avant tout une catastrophe humaine. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont morts, qu'il y a des familles détruites, qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison pour toujours, enfin qui sont moralement détruits. Et ça n'a pas de prix. Et qu'en plus de ça, ça a un coût pour la société dans son ensemble, qui est toujours, le coût de la réparation est toujours beaucoup plus élevé que le coût de la prévention. Et pour terminer, le global, j'ai entendu, on entend souvent les détracteurs d'Europe Écologie Les Verts vous accuser, je le relisais dans votre communiqué là, sur la transition énergétique, une formidable opportunité pour la France. Il y a une phrase: les entreprises engagées dans la transition énergétique vont bénéficieront d'un soutien à l'innovation. Et parfois, donc, on peut accuser cette proposition de faire de ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire la capacité du capitalisme ou de certaines entreprises d'avoir une vitrine verte pour bénéficier de subventions de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque qui existe en soutenant systématiquement des entreprises qui feraient de la transition, elles font toutes de la transition, elles ont tout le label vert, pour bénéficier de subventions publiques pour continuer finalement à œuvrer dans des activités pour favoriser la croissance économique? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Ce risque, il existe à condition, effectivement, il existe si les critères ne sont pas clairs. Donc, et je dirais que dans toute politique, qu'elle soit sociale, il y a toujours un risque. Ce qui est important, c'est de regarder vers où on va. Et globalement, qu'est-ce que ça va apporter? Si une politique, elle permet d'économiser de l'énergie pour tous, donc ça a un impact économique, social là aussi, parce que ce que je ne dépense pas pour mon énergie, ça me permet de le dépenser pour ma culture, pour d'autres choses. Hein. Donc c'est important. Donc à partir du moment où des politiques orientent, ça va permettre d'économiser de l'énergie. C'est ça qui est important. Qu'il y ait quelques dérives possibles. Ok ? À condition, si les élus sont capables, lorsqu'ils mettent des conditions, de mettre des conditions mesurables, on évitera les dérives. Mais je dirais que dans toute politique, il y a des dérives. Ok. Merci beaucoup. Et on espère qu'on va vous voir en janvier, parce que c'est tous les 3 mois, on a dit. Donc... Merci en tout cas. Et au revoir. Para bada do veira banana do bar.